Oui. Bonjour à tous, nous allons faire le cours sur les voies centrales et les cathéters artériels. On verra un petit peu, on parlera un petit peu du cathéter paravertébral, mais ce sera quelque chose de très succinct. On va surtout s'étendre sur les voies veineuses centrales, peak line, midline, porte à 4. Et le cathéter artériel pour bien faire la différence entre ce matériel-là et les autres. Alors, le cadre légal, ça reste quelque chose d'assez important parce que c'est ce qui va vous permettre de travailler en toute sécurité. Donc, ça va être très succinct. N'oubliez pas que l'article R43.11.5, c'est le rôle propre. Le R43.11.7, c'est le rôle sur prescription médicale. Le R43.11.8, c'est le rôle sur prescription médicale protocolée. Et le R43.11.9, c'est le rôle sur prescription médicale à condition qu'un médecin puisse intervenir à tout moment. Ça, voilà, ce sont les cadres légaux qui nous régissent, nous, les infirmiers, et qu'il faut qu'on ait bien en tête. Alors, les connaître par cœur, ça va être compliqué. Par contre, savoir qu'il y a différentes catégories, ça nous permettra d'aller chercher plus facilement et plus aisément les actes que nous allons accomplir, savoir si c'est de notre ressort, si c'est prescrit, si on peut faire ça, ou si au contraire, on doit être dans des conditions de mise en pratique particulières. Petit cas concret, vous êtes infirmière libérale et vous prenez en charge Monsieur Z qui a 80 ans, qui est atteint d'un cancer. Monsieur Z, il vit avec sa femme qui a 82 ans, qui est l'aidante de son époux. Madame Z, elle va relater au médecin traitant et à l'oncologue que son mari a perdu beaucoup de poids et qu'il refuse de manger. Donc, suite à des examens médicaux, les médecins vont décider de lui poser une voie veineuse centrale en jugulaire droite afin d'y perfuser une alimentation entérale en continu. Là, d'après vous, on est sur quel cadre légal? On est sur du R43.11.5, mais pour des choses bien particulières. Alors, je vous rappelle la définition du R43.11.5. Dans le cadre de son rôle propre, l'infirmier ou l'infirmière accomplit les actes ou dispense les soins suivants visant à identifier les risques et à assurer le confort et la sécurité de la personne et de son environnement, et comprenant son information et celle de son entourage. Donc là, dans ce cas de figure-là, on est sur l'alinéa 8, soins et surveillance de patients en assistance nutritive entérale ou parentérale, et on est sur l'alinéa 41, aide et soutien psychologique, mais également sous l'article R43.11.7 qui dit que l'infirmier ou l'infirmière est habilité à pratiquer les actes suivants, soit en application d'une prescription médicale qui, sauf urgence, est écrite, qualitative et quantitative, datée et signée, soit en application d'un protocole écrit, qualitatif et quantitatif, préalablement établi, daté et signé par un médecin. À l'alinéa 4, on va retrouver la surveillance de cathéters veineux centraux et de montage d'accès vasculaire implantable mis en place par un médecin. Et à l'alinéa 9, la réalisation et la surveillance de pansements spécifiques. Monsieur Z est hyperalgique, son EVA étant à 8 voire à 10 lors de poussées douloureuses. Le médecin prescrit des antalgiques en flash de 30 minutes sur la voie centrale, de tramadol 100 mg et métoclopramide 10 mg à passer 30 minutes avant les antalgiques. Quel cadre légal? On est toujours sous du R43.11.7 à l'alinéa 5, comme quoi toutes les injections et perfusions, l'exclusion de la première, dans ces cathéters ainsi que dans les cathéters veineux et centraux, et ces montages. Donc, on aura les produits autres que ceux qui sont mentionnés au deuxième alinéa de l'article R43.11.9, je vous y renvoie. Et la B, de produits ne contribuant pas aux techniques d'anesthésie générale ou locaux régionales mentionnées à l'article R43.11.12. Ces injections et perfusions font l'objet d'un compte-rendu d'exécution écrit, daté, signé par l'infirmier ou l'infirmière et transcrit dans le dossier de soins infirmiers. En retirant les perfusions de M. Z, vous vous apercevez que le pansement de la voie centrale, il est plus occlusif. Donc, vous avez décidé de le refaire. Ceci dit, quel est le cadre légal qui vous régit à cet acte? C'est l'article R43.11.7 à l'alinéa 9, donc toujours le rôle prescrit. L'état de M. Z se dégrade considérablement, mais le souhait de la famille étant de le maintenir à domicile autant que possible. Le médecin vous prescrit une prise de sang pour adapter le traitement de M. Z. Malheureusement, la prise de sang sur ponction veineuse périphérique est un échec lié au mauvais capital veineux de M. Z. Vous décidez donc d'effectuer ce prélèvement sur la voie veineuse centrale. Est-ce que vous avez le droit?
Quel cadre légal ou quel cadre légaux? À l'article R4311-7, on retrouve le prélèvement de sang par ponction veineuse ou capillaire ou par cathéter veineux à l'alinéa 35. Lors de votre visite, Madame Z vous rapporte que les antalgiques prescrits sont peu efficaces. Monsieur Z souffre beaucoup mais semble résigné. Il est mutique face à ses douleurs et ses angoisses. Vous prévenez le médecin. Une équipe de soins palliatifs interviendra afin de mettre en place un protocole d'analgésie pour obtenir une EVA entre 2 et 3. Les risques ayant été annoncés à son épouse. Quel cadre légal? On tombe sur l'article R4311-8 qui dit « L'infirmier ou l'infirmière est habilité à entreprendre et à adapter les traitements antalgiques dans le cadre des protocoles préétablis, écrits, datés et signés par un médecin. Le protocole est intégré dans le dossier de soins. » Donc là, on est sur des actes sous protocole. Au bout de plusieurs mois de soins, l'état de santé de M. Z s'est considérablement amélioré. Le médecin prescrit l'ablation de la voie veineuse centrale. N'oubliez pas, vous êtes toujours infirmière libérale, donc vous êtes au domicile du patient. Moi, je veux savoir si vous pouvez, selon vous, enlever cette voie veineuse centrale. Eh bien, non. Selon l'article R4311-9, l'infirmier ou l'infirmière est habilité à accomplir sur prescription médicale écrite, qualitative et quantitative, dater et signer les actes et soins suivants à condition qu'un médecin puisse intervenir à tout moment. Et à l'alinéa 4, on retrouve l'ablation de cathéters centraux et intratécaux. Pour ceux qui le savent, vous savez déjà pourquoi il faut qu'un médecin intervienne à tout moment et les conditions particulières de réalisation de l'ablation d'une voie veineuse centrale, notamment en jugulaire ou en sous-clavière. Pour ceux qui ne savent pas, on va l'aborder dans les diapositives suivantes. Voilà, ça c'était le petit rappel nécessaire sous forme de mise en situation un peu tirée par les cheveux, hein, j'entends. Donc maintenant, on va aborder le cadre de l'hygiène. C'est un cadre qui est tout autant important avant vraiment de se centrer sur les différentes voies veineuses centrales. Parce que si dans nos pratiques, nous ne sommes pas propres, forcément, nous allons entraîner des infections. Il faut savoir quand même que nous sommes les premiers intervenants auprès des patients. Les premiers intervenants à les toucher, à toucher leur matériel. Nous sommes vraiment les premiers vecteurs de microbes, j'ai envie de dire. Donc, rappel sur l'hygiène. L'hygiène, c'est l'ensemble des pratiques qui tendent à préserver et améliorer la santé. Alors, pourquoi l'hygiène des mains est importante? Elle est importante parce qu'on va éviter les transmissions manuportées, parce que les mains, ce sont nos outils de travail, et par conséquent, le principal maillon de la chaîne de contamination, c'est nous, à 80%. Alors, il existe différents types de flore. Il y a la flore cutanée, la gynéco-urinaire, respiratoire, digestive. Mais nous, là, on va plus parler de la flore cutanée parce que c'est celle qui nous intéresse aujourd'hui au vu du cours qu'on va faire. Donc, vous savez que sur la flore cutanée, on y retrouve la flore résidente ou dite commensale. C'est notre flore personnelle. Et on a la flore transitoire. Comme son nom l'indique, elle est transitoire. Elle vient, elle va, on l'élimine assez facilement. La flore résidente ou dite commensale, elle est vraiment en profondeur, puisque je vous ai dit que c'était notre flore personnelle. En général, elle est stable en quantité et en qualité. Elle se régénère régulièrement et elle est composée essentiellement de grammes plus, donc par exemple staphylocoque de l'épiderme. Elle n'est pas pathogène pour l'homme sain. Par contre, les personnes qui ont une immunité qui est faible, forcément, elle est à fort risque pathogène. Et aussi, elle n'est jamais supprimée totalement après le lavage des mains. C'est pour ça qu'il est très important d'utiliser la solution hydroalcoolique. La flore transitoire, elle, à l'inverse, elle est superficielle et elle est instable. Elle va varier au cours de la journée selon les activités et le travail qu'on va faire avec nos mains. Elle varie selon les contacts qu'on va avoir. C'est une flore qui peut vraiment déstabiliser la flore cutanée et être vraiment très pathogène. Elle, on l'élimine assez facilement avec un lavage des mains et également juste avec la solution hydroalcoolique.
Pour avoir une bonne hygiène des mains, je ne vous apprends rien. C'est avoir un point d'eau qui est propre, ne pas porter de bijoux, ne pas avoir d'ongles longs, mais pas de vernis-ongles. On ne met pas de faux ongles non plus, on a des manches courtes parce que selon certains actes, on aura besoin de se laver les mains jusqu'au coude, donc les avant-bras, hein. Le port des gants, il ne dispense pas du lavage des mains. C'est pas parce qu'on pense mettre des gants qu'on va protéger le patient, absolument pas. On rince bien nos mains après le lavage et surtout, on les sèche bien. On se lave quand les mains? Ben, à la prise et à la fin du service, entre deux actes, entre les malades, après s'être mouché ou coiffé, avant et après être allé aux toilettes, avant de manger, de distribuer le repas, après avoir fumé, quand on fait les petites pauses de clope au travail, et après avoir touché du matériel souillé. Le lavage des mains, il en existe plusieurs. Il y a le lavage simple des mains, le lavage antiseptique des mains, la friction hydroalcoolique et le lavage chirurgical. Le lavage simple, lui, il est là pour prévenir la mission manuportée et éliminer la flore transitoire. En général, on l'a fait à la prise du service et en le quittant, après tout geste de la vie courante, lors des soins d'hygiène de confort et d'hôtellerie, en cas de soins infirmiers non invasifs, après chaque geste contaminant et après toute activité ou soin avec le malade. Et le lavage antiseptique des mains, lui, c'est pour éliminer la flore transitoire et diminuer au maximum la flore résidente. Donc là, on vient vraiment taper sur les deux flores. L'indication, c'est en cas de geste invasif. Ou lorsqu'on a des patients qui ont un isolement très particulier. On va éviter soit de les contaminer eux ou d'aller contaminer d'autres personnes, d'autres patients. Peut-être qu'en sortant de leur chambre ou en rentrant dans leur chambre, un simple lavage, une simple friction des mains à la solution hydroalcoolique ne sera peut-être pas suffisante. Donc pour ça, on va en général soit utiliser un savon antiseptique à large spectre en solution moussante, soit ce qu'on fera, c'est le savon simple et la friction hydroalcoolique. La friction hydroalcoolique, je ne vous apprends rien, elle doit se faire sur des mains propres et bien sèches. Et tant que le produit n'est pas éliminé, on continue à se frictionner les mains. On ne va pas aller toucher un patient ou du matériel avec les mains mouillées de solution hydroalcoolique. Pardon. Et le lavage chirurgical des mains, celui-ci, il appartient au chirurgien forcément avant de rentrer au bloc et de faire une chirurgie. Pourquoi j'insiste tant sur l'hygiène? Eh bien, tout bonnement parce que les infections nosocomiales ont explosé ces dernières années et que les soignants sont de moins en moins attentifs à ça. C'est vrai qu'on a beaucoup de travail, qu'on nous en demande beaucoup, qu'on est tiré un petit peu par quatre épingles, mais au bout du fil, il y a un patient et ce patient a une famille et le risque de le contaminer et d'entraîner un choc septique, il y est et il est de grande taille. Donc, prenez le temps de faire les choses bien, parce qu'un soin qui est bien fait, c'est pas simplement poser un cathéter et réussir sa fonction veineuse, c'est aussi partir de zéro, bien nettoyer son chariot de soins, bien se laver les mains, bien préparer son matériel, bien frictionner ses mains à la solution hydroalcoolique, connaître les procédures d'hygiène pour une simple ponction veineuse pour poser un cathéter veineux périphérique. C'est tout un ensemble. Et quand on sait faire ces choses-là, on peut dire qu'on est un infirmier ou une infirmière très consciencieux et très professionnel avec une technique très élaborée. Donc, les infections nosocomiales, ce sont des infections qui sont acquises dans un établissement de soins. D'accord. Et les infections associées aux soins, elles sont acquises dans un établissement de soins ou même à domicile. Hein, mais c'est à retenir, c'est au cours d'une prise en charge d'un patient. Donc voilà, pour prévenir toutes ces infections, il faudra être vraiment vigilant
Il faudra être vigilant et connaître toutes ces procédures qui ne sont pas que des procédures de grande technicité. Parce qu'avant tout, l'infirmière, c'est ça. C'est une personne qui réfléchit et qui connaît toutes ces procédures, autant dans la technique qu'en amont pour la sécurité du patient. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet avec la présentation de la voie veineuse centrale. La voie veineuse centrale, c'est quoi? Eh bien, c'est la possibilité de rencontrer différents types de voies veineuses centrales, comme celle-ci, qu'on retrouve généralement en réanimation, au bloc, en soins intensifs. Ça peut également être un peak line ou un midline, on verra la différence entre les deux. Ça peut être des portes à quatre. Et en aparté, on verra le cathère périnerveux qui n'est pas une voie centrale, qui est bien autre chose, mais qu'il ne faut pas confondre. Parce que les précautions d'utilisation ne sont absolument pas les mêmes. Donc, la voie veineuse centrale, c'est un dispositif qui est introduit de façon percutanée. C'est un cathéter long que l'on met dans le dispositif veineux profond, soit par voie jugulaire, soit en sous-clavière, soit en fémorale. Et en fonction du site choisi, on aura différentes tailles. La fémorale, elle va faire du 60 cm, la jugue, elle va faire entre 20 et 30 cm, et la sous-clave, ce sera du 20 cm. Donc là, c'est ce que vous pouvez voir. Je vous ai trouvé une photo. Mon ami Google Images est fantastique. Vous avez la sortie de la VVC. Et tout ceci, c'est le cathéter, qui est très long, hein, comme vous pouvez le voir, qui est inséré au niveau de la veine cave, ici, supérieure, parce qu'on est sur le tronc supérieur. Là, le cathéter a été introduit en jugulaire. Donc, le médecin s'arrêtera au niveau de la veine cave. Et si on était en fémoral, il s'arrêterait au niveau de la veine cave inférieure, sup et inférieure. Alors, en général, la zone idéale, c'est ici. Alors, comment il sait qu'il y est? En général, voilà, il y a des repères sur la voie veineuse centrale qui sont ici. Donc, ce sont des repères anatomiques qui vont permettre au médecin de se guider. Et l'infirmière et le médecin, en général, sur une pose de voie veineuse centrale, en jugue, genre, sous-clave ou jugulaire. On regarde souvent le scope parce qu'on sait que le médecin sera allé trop loin s'il y a des extrasystoles. Ça voudrait dire qu'il est un petit peu au niveau de l'oreillette, d'accord, et qu'il titille un petit peu les valves et que le cœur, il n'aime pas trop ça. Donc là, en général, à la vue de ces petites extrasystoles, il va retirer un petit peu le cathéter pour se replacer dans la veine cave. Les indications, ben, elles sont simples. C'est pour de la chimiothérapie, pour la nutrition parentérale, pour des antibiothérapies au long cours. En réanimation, elle est extrêmement utilisée et on a différents types de voies veineuses centrales dans leur présentation. C'est-à-dire que là, nous avons une voie veineuse centrale de 3 lumières. Donc, il y a 3 sorties, en fait. D'accord, enfin, 3 entrées, ça dépend comment on le voit. Il y a 3 entrées, une proximale, une médiane et une distale, qui nous permettent de mettre différentes thérapies choisies par rapport à notre patient. La proximale, en général, on la réserve pour tout ce qui est catécholamine parce qu'il est interdit de mélanger d'autres médicaments avec les catécholamines pour le risque de bolus. Et puis, ce sont des médicaments qu'on seum très doucement et pour lesquels il faut toujours qu'il y ait un relais qui se fasse. En général, en médiane, on va mettre tout ce qui est sédation, antibiothérapie en pousse seringue électrique, curare et autres. Et en distal, on met tout ce qui est le cycle des 24 heures, l'hydratation ou l'alimentation parentérale. Ça peut être les flashs aussi, les antalgiques.
Voilà, ça sert à ça aussi, la voie veineuse centrale. Et le monitorage des pressions, comme c'est écrit là, c'est vraiment pour les patients de réanimation pour mesurer ce qu'on dit la pression veineuse centrale avec un cathéter artériel au combiné pour le reflet de la volémie du patient, savoir s'il est suffisamment rempli ou pas assez rempli, donc est-ce qu'il est hyper ou hypovolémique. Alors, les avantages de la voie veineuse jugulaire, c'est qu'elle est à distance du dôme pleural, donc il y a moins de risque de pneumothorax. Elle est plutôt facile à accéder. C'est rare qu'il y ait de fausses routes quand le médecin monte le cathéter, c'est-à-dire prendre des trajets un petit peu aberrants et ne pas aller dans le bon sens. Et il y a vraiment un faible risque de lésion artérielle. La veine sous-clavière, il y a un risque septique qui est diminué également. Il y a une meilleure durée de vie. Le cathéter, il est plus facile à fixer. Et par contre, il faut vraiment savoir que ces deux postes de voie veineuse centrale en jugulaire ou en sous-clavière sont obligatoirement éco-guidés. C'est médico-légal. On ne pose pas une voie veineuse centrale en jugulaire interne ou en sous-clave à l'aveugle. On s'éco-guide pour être sûr de ne pas toucher une artère. Parce que, je le rappelle, on n'est pas dans de l'artériel, on est dans du veineux. La voie veineuse centrale, c'est la Ferrari de la VVP, hein, tout simplement. Et la voie veineuse fémorale, elle, en général, c'est une voie d'accès d'urgence, d'accord? On va voir pourquoi on la sélectionne moins. Elle, seulement dans le cadre d'une prise en charge, on fait une entrée en réa. Il faut vite qu'on pose une voie veineuse centrale parce qu'on n'a pas de voie d'abord. Donc, on privilégiera la voie veineuse fémorale, mais par la suite sera posée une voie veineuse jugulaire ou sous-clave. Les inconvénients, forcément, voilà, c'est comme tout type de voie veineuse, hein. On retrouve le risque infectieux, mais dans la voie veineuse jugulaire, on a le risque de ponction de la carotide, d'où le fait de devoir s'éco-guider. Un risque d'hématome qui est difficilement comprimable parce qu'on risquerait de comprimer aussi la trachée. Il y a un risque de lésion nerveuse. Pour la sous-clave, vu qu'on est au niveau de la clavicule et que sous la clavicule, on a l'apex pulmonaire, le risque, c'est le pneumothorax, l'hémothorax, faire une embolie gazeuse, un hématome, une hémorragie qu'on ne pourra pas comprimer parce que justement, au niveau anatomique, on va être hyper embêté. Et la voie veineuse fémorale, c'est vraiment un risque infectieux qui est très élevé au niveau des parties génitales. Au niveau, il y a un risque de sel, hein, que le patient ait des selles et que le cathéter soit souillé de sel. Donc, c'est aussi la raison pour laquelle la voie veineuse fémorale est choisie juste dans le cas de l'urgence ou s'il n'y a plus de voie s'il n'y a plus d'accès vasculaire en supérieur. Je ne reviens pas, je viens de vous en parler sur les incidents-accidents en vous parlant des inconvénients. Et voilà, je vous l'ai déjà amorcé, les différents VVC, on a les monolumières, il en existe avec une sortie ou une entrée, hein, selon comment on le voit. Il y a les 2 ou les 3 lumières, donc on les appelle les bi ou les trilumières. Il existe aussi des 4 et des 5 lumières. Ça coûte très très cher. C'est pas forcément très intéressant. Une 4 lumières, c'est assez intéressant quand on a vraiment de gros patients. Moi, il m'est arrivé d'en avoir des VVC de 4 lumières. Très sincèrement, ça vous sauve la mise quand vous avez énormément de pouces seringues électriques. Je me rappelle, j'avais un patient qu'on avait mis dans le coma artificiel suite à un choc septique. Donc, il était sous Hypnovel, Sufenta, on avait mis de la kétamine, on avait mis un curare. Donc là, on est sur de la grosse sédation et de la curarisation. Il y avait, je crois, un truc comme 2 IVSE d'antibiothérapie. Il y avait des catécholamines. C'est vraiment un gros et lourd patient. Donc là, vraiment, la 4 lumières, elle était juste parfaite. Elle se présentait parfaitement bien. Et les désilés, en général, on s'en sert sur le cadre de l'urgence, d'accord? C'est
une voie centrale à gros calibre et on la met en fémorale en attendant de poser une voie veineuse centrale. Donc là, vous avez une VVC à 3 lumières. Ça, je vous en ai parlé aussi. La voie proximale, on va mettre les catécholamines seules. La médiane, ce sera des sédations ou d'autres médicaments. Et la distale, on y retrouve l'hydratation, l'alimentation parentérale, les cycles, les flashs, les médicaments d'urgence, notamment sur l'arrêt cardiaque ou lorsqu'on fait une induction à séquence rapide et pour mesurer la pression veineuse centrale. La procédure et les conditions de pose. Alors, la pose de VVC en jugulaire ou en sous-clavière se fera obligatoirement sous éco-guidage et surtout en train de l'embour. Donc, la tête en bas, les pieds en haut. Pourquoi? Pour faire un retour veineux important, pour éliminer et éviter le risque d'embolie gazeuse. Le matériel nécessaire, eh bien, ça va être notre petit kit pour poser la VVC, notre champ stérile, enfin, c'est surtout un kit que le médecin il aura très complet. Il y aura plusieurs champs stériles collants avec un champ troué notamment à l'endroit où il fera la ponction. Et souvent, dans ces kits-là, ils ont aussi ce qu'il faut pour suturer. Voilà. Après, ça va dépendre des établissements. Mais retenez qu'il vous faudra une voie centrale, de quoi faire un champ opératoire très large, de quoi faire une désinfection, vous, au préalable du point de ponction, mais le médecin redonnera encore une antisepsie avant la ponction. Il faudra de quoi éventuellement faire l'anesthésie locale si le patient est réveillé. Le matériel de VVC, le matériel de fixation. Donc là, c'est le fil à suture hein, et un pansement occlusif. Après, la tenue que nous, on doit porter en tant qu'opérateur, pour le médecin, ça sera la charlotte, le masque, les gants stériles et la blouse stérile. Puisque, étant donné qu'il sera sur un soin qui est considéré comme un acte chirurgical, parce qu'il faut une asepsie vraiment très importante, lui, il fera un lavage chirurgical des mains et on lui donnera une blouse stérile comme un bloc opératoire pour qu'il puisse poser tout son champ opératoire. Nous, on peut juste mettre un tablier ou une blouse très simple. Après, ça va dépendre de votre implication dans le soin avec le médecin. Moi, je sais que souvent, pour aider un petit peu les internes, parce que dans notre établissement, c'était les internes très souvent qui posaient les voies veineuses centrales. Le service dans lequel je travaillais, on avait vraiment un protocole de montage des voies veineuses centrales que les internes n'arrivaient pas à retenir, c'est pas possible. Donc, je me mettais en stérile tout comme eux et je faisais le montage. Donc, je mettais la blouse stérile, les gants stériles, je m'habillais tout à fait comme eux et je montais tout, je purgeais tout pour que lorsqu'il a posé et qu'il a fait son soin, le médecin, qu'il n'ait plus qu'à fixer les perfusions sur la VVC, connecter les perfusions sur la VVC. Alors ça, c'est ce que vous allez retrouver dans vos kits de voie veineuse centrale, tout simplement. Vous avez la voie centrale en elle-même, d'accord, avec les entrées ou les sorties. Donc, vous avez vos lumières, OK. Mais avant de mettre ce dispositif, il va falloir ponctionner la peau. Donc, comment ça fonctionne? Là, il y a l'aiguille de ponction avec une seringue. Donc, sous éco-guidage, il va ponctionner la veine choisie. Il va retirer du sang, ce qui va lui permettre de savoir s'il est en veineux ou en artériel. Ensuite, il va prendre un introducteur, celui-ci, il va d'abord mettre un guide. Il est où le guide? Il est là. Il va mettre un guide, va passer le guide à travers l'aiguille. Il va retirer l'aiguille tout en conservant le guide dans la peau du patient. Il va y insérer son introducteur qui est également appelé dilatateur. C'est vraiment pour agrandir le site de ponction afin de pouvoir faire passer la voie veineuse centrale. S'il n'y arrive pas à bien dilater la peau, il pourra donner un coup de bistouri pour ouvrir un petit peu plus la peau. Une fois que c'est fait, il retire son introducteur
il garde toujours son guide et là, il envoie sa voie veineuse centrale. Alors, c'est vraiment un moment qui est très fin. C'est un geste très fin avec beaucoup de minutie. Donc là, vraiment, le guide, si vous avez déjà vu la chance de voir des guides, c'est vraiment extrêmement fin. Donc là, il faut insérer cette voie veineuse centrale. Le guide va ressortir par l'une des lumières. Il l'insère, il le met jusqu'au repère anatomique qu'il souhaite en fonction du site de ponction choisi. Puis il retire son guide. Il va fixer sa voie veineuse centrale. Et ensuite, il va purger ses lumières avec une petite seringue qu'on va lui donner et des seringues de sérum fi pour ainsi derrière. Une fois que ça s'est fait, que tout est fixé, il connecte les perfusions qu'on aura préparées au préalable et on fera une radio de thorax de contrôle pour s'assurer de la bonne mise en place du cathéter. Et ça donne ça. Là, vous voyez l'introduction du cathéter qui a été fixé à distance et vos lumières qui sortent. Pensez à protéger vos lumières qui ne traînent pas trop sur la peau du patient. Tout ça, ce sont des nids à microbes. Hein. Ça ramasse la saleté, les microbes, les bactéries et ça peut entraîner des sepsis. Ça, voilà, ce sont des conditions de réalisation. Un champ vraiment opératoire large, comme vous pouvez le voir. Le médecin, là, il a une blouse stérile. Le patient, pour l'instant, il n'est pas en train de l'embourre parce que le médecin fait ses petits repères anatomiques avec son éco-guidage. Et là, on voit poser sur le lit la voie veineuse centrale, le gel stérile de l'écho. Et ce que vous voyez ici en blanc, on appelle ça la capote dans laquelle est glissée la sonde. C'est stérile également. Et là, vous avez le soin. Ah. Pareil, là, il s'éco-guide. Bon, non, le patient n'est pas en train de l'embourre. Celle-ci, elle ne vient pas de moi, de photo. Je l'ai trouvée sur Google Images aussi. Par contre, cette photo, c'est moi qui l'ai prise. La surveillance, écoutez, sur ça, je pense que je ne vais rien vous apprendre. Mais la surveillance d'une voie veineuse centrale, elle passe d'abord par la surveillance d'une complication septique. Donc, à chaque fois que vous allez refaire les pansements, vous allez vous assurer de l'aspect de l'état cutané, du point de ponction. Est-ce qu'il y a une duration, rougeur, est-ce qu'il y a un écoulement purulent? Les précautions d'asepsie quand vous allez manipuler votre voie veineuse centrale, j'en ai parlé, c'est pour ça que j'ai vraiment insisté sur l'hygiène au tout début. On manipule avec des compresses stériles qui sont imbibées d'un antiseptique. Sur tous les robinets, on va poser des boîtiers de protection qui vont être imbibés d'antiseptique. Quand je vous ai montré voilà, les petits les petits connecteurs, pareil, on met des boîtiers avec une solution d'antiseptique pour éviter vraiment la prolifération bactérienne. Et en fonction du protocole du service dans lequel vous travaillez, de la prescription médicale, les lignes de la voie veineuse centrale, elles seront changées selon un délai qui est prédéterminé. Ça peut être tous les 4 jours, tous les 5 jours, tous les 7 jours, je ne sais pas comment vous travaillez et ce qui est prévu dans votre service, mais il y a un changement des lignes de perfusion pour justement que ça soit propre, qu'il n'y ait pas prolifération et amas de bactéries. On va s'assurer aussi du fonctionnement de la voie veineuse centrale, qu'il n'y ait pas d'obstruction, qu'elle soit bien en place. Donc, en général, tous les jours, les patients ont des radios du thorax pour la mise en place de la sonde, d'intubation au trachéo, mais on regarde aussi la voie veineuse centrale. Vous, je vous ai dit, vous avez des repères, il y a des repères anatomiques. Quand il a posé sa voie veineuse centrale, il va la fixer. S'il y a un repère anatomique qui ressort derrière, vous le notez sur votre feuille de surveillance. Et à chaque fois que vous prenez votre vacation, si le pansement est transparent, vous assurez que les sutures soient bien présentes. Quand vous refaites le pansement, vous assurez que les sutures soient bien présentes. S'il n'y a pas de suture, si elle a sauté, si le point a sauté, il faut que le médecin vienne refaire un point. Donc, on s'assure aussi du bon débit de la VVC, qu'il n'y ait pas d'obstruction. Et les autres complications, ça va être le risque thromboembolique, forcément, l'embolie gazeuse. Donc là, attention au matériel de perfusion que vous utilisez et lorsque vous retirez votre voie veineuse centrale. Comme on l'a mise en place, on la retirera de la même façon, en train de l'embourre. Et le risque d'hémorragie.
On a vu déjà tout à l'heure en fonction des sites les risques et les complications. Donc là, je ne fais que me répéter. Et ça, c'est un désilé. Voilà, c'est le désilé qu'en général on met en fémoral en attendant de poser une voie veineuse centrale. Et petit test, pour la voie veineuse centrale, en fonction des gestes, est-ce qu'on met des gants stériles ou pas? Donc, sur un geste stérile ou non. Est-ce que je mets des gants stériles? On ne va pas mettre de gants stériles pour le branchement, le débranchement de perfusion. Hein. On prendra juste des compresses stériles imbibées d'antiseptiques avec une hygiène des mains. On mettra les gants stériles par contre si on doit faire des changements de ligne ou tenter de déboucher une VVC en allant vraiment à la connectique la plus proche du cathéter. Quel lavage des mains on fait? Avant toute manipulation des lavages des mains, on fait un lavage des mains de la voie veineuse centrale, on fait un lavage des mains simple avec une friction des mains avec une solution hydroalcoolique. On fera un lavage des mains avec friction de solution hydroalcoolique avant de mettre des gants stériles pour changer les lignes de la VVC. Et on aura besoin de faire juste une friction des mains avec du chat avant de brancher, de débrancher un médicament. On porte quelle tenue? On mettra la charlotte, la blouse, le masque et les gants stériles uniquement pour les gestes de manipulation à haut risque septique. Donc, quand on fait nos changements de voix, par exemple. Sinon, ça reste une perfusion classique avec des précautions d'hygiène standard. Le porte-à-4. Le porte-à-4, c'est quelque chose qui est de plus en plus répandu, dont on se sert de plus en plus. Et c'est un dispositif qui est également une voie veineuse centrale. On ne la voit pas, elle est cachée sous la peau, mais c'est exactement la même chose parce qu'elle est positionnée également en veine cave supérieure. Donc c'est un boîtier qui est inséré sous la peau, qui est relié à un cathéter, qui va être placé soit en jugulaire, soit en sous-clavière, et qui rejoint la veine cave. La ponction, elle se fait de façon stérile. Donc en général, ça se fait en bloc opératoire, hein, en hôpital de jour. Ça, c'est pour la pose. Après, la ponction du pack en lui-même, on le verra par la suite. Ça, c'est une aiguille de Hubert, d'accord? Parce que le porte-à-4, pour être ponctionné, on utilisera des aiguilles qui lui sont vraiment spécifiques. On ne va pas utiliser des cathéters ou d'autres dispositifs. Vous avez cette apparence d'extérieur quand le boîtier est placé sous la peau, avec la cicatrice qui a permis l'ouverture pour le placement du boîtier. Donc là, on est sur la chambre implantable, parce que c'est ça en fait, hein, c'est le boîtier avec une chambre implantable qui va être fonctionnée pour que le patient reçoive ses thérapies. Donc on est sous la peau, le boîtier qui est ici, le cathéter qui va être placé dans un vaisseau. Et la membrane qu'on ponctionne, elle est également appelée le septum. Les indications, c'est un dispositif qu'on va mettre en place très généralement et en fait d'emblée chez des personnes qui vont recevoir des chimiothérapies suite à des annonces de cancer. Parce que très rapidement, la voie veineuse périphérique ne sera plus du tout abordable due à la toxicité des chimiothérapies. Donc, pour l'abord veineux difficile et les traitements. L'intérêt, c'est que voilà, on va respecter le capital veineux périphérique. La durée de vie d'un porte-à-4 est vraiment très, 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 très longue et la qualité de vie des patients est vraiment non négligeable. Avant la pause, donc je vous l'ai dit, c'est un acte qui se fait sous anesthésie locale ou générale. Il y aura donc une consultation d'anesthésie puisqu'on parle d'une chirurgie, d'un acte chirurgical.
En fonction des traitements du patient, forcément, il y aura l'arrêt d'un anticoagulant, mais les autres traitements peuvent être maintenus jusqu'à la veille. On va expliquer au patient la procédure, comment ça fonctionne, son séjour à l'hôpital, le site, comment il va être implanté et comment nous, on va s'en servir par la suite. Pendant 24 heures, il aura un pansement compressif qui devra rester en place et les points qui seront mis pour refermer la peau seront résorbables. Donc, en général, voilà, après, ils rentrent chez eux avec des conseils de vie parce que pendant 10 jours, ils doivent vraiment faire très, très, très attention. En général, ils repartent avec un petit livret explicatif. Les contre-indications, c'est les troubles majeurs de la coagulation, la septicémie, les zones infectées ou brûlées. On ne va pas aller ponctionner et poser un boîtier là où il y a déjà une infection ou une brûlure, ou les zones irradiées ou qui vont prochainement être irradiées. Les zones qui sont à proximité de métastases cutanées, les zones à proximité de lésions chroniques non maîtrisées et les zones à proximité d'une lésion cutanée infectée. Les complications, c'est exactement comme toute voie veineuse centrale, c'est l'hématome, le pneumothorax, la mauvaise fonction du cathéter, l'infection et les complications ultérieures qui peuvent arriver par la suite, c'est l'obstruction du cathéter, l'infection et l'extravasation. L'extravasation, elle peut subvenir quand le cathéter s'est déplacé ou si la membrane de la chambre implantable a tellement été ponctionnée que du coup, elle a des fuites. Donc, le risque d'extravasation, il va arriver après l'injection dans la chambre implantable. C'est vraiment très infime, mais ça peut arriver. C'est pour ça que je vous ai vraiment fait un petit aparté là-dessus. Les administrations nocturnes, on va les éviter parce que le patient dort, il va bouger. Donc, c'est pour ça qu'on fait beaucoup de la thérapie en journée et pas en nuit. Ça peut être entraîné par une mauvaise implantation d'aiguilles de Huber dans le septum ou l'utilisation d'aiguilles non conventionnelles. Donc, voilà pourquoi il est vraiment très, très important d'utiliser le matériel qui est prévu à ce dispositif-là. Ou si l'aiguille est utilisée et beaucoup trop, à un calibre qui est beaucoup trop important. La rupture, la déconnexion méconnue du cathéter. Les pinch-off méconnus, ce sont des pincements du cathéter entre la clavicule et la première côte. Et si la chambre implantable est en place depuis plusieurs années et a été multifonctionnée. Pour pouvoir ponctionner une chambre implantable, on va quand même poser un patch anesthésiant parce que ce n'est pas extrêmement douloureux. Au final, on passe juste la barrière cutanée. Mais si on peut éviter une douleur supplémentaire au patient pour que le soin se passe mieux, c'est très important. La ponction se fait de façon stérile avec une asepsie en 4 temps plus 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les premiers 4 temps, vous les faites à main nue, mais après avoir fait un lavage simple et une friction hydroalcoolique. Et le dernier temps, c'est un temps que vous allez faire avec les gants stériles juste avant la technique de ponction. Ensuite, on ponctionne en maintenant bien le boîtier et en enfonçant tout simplement l'aiguille de Huber dans le septum. On fait le pansement et l'aiguille de Huber, elle peut rester en place entre 8 et 10 jours. Et tous les 8 à 10 jours, on change l'aiguille de Huber. Geste stérile ou non? Non, pas pour les manipulations de branchement et débranchement de perfusion. C'est comme la VVC. On utilise des compresses stériles imbibées d'antiseptiques avec une hygiène des mains. Par contre, lorsqu'on monte la ligne, qu'on la purge et qu'on pose l'aiguille de Huber, là, on mettra des gants stériles. Ce sera un geste stérile. Quel lavage des mains? Avant toute manipulation, le lavage des mains simple, la friction des mains avec le chat. On fait un lavage des mains simple avec du chat avant de mettre des gants stériles et on utilise juste le chat avant de brancher, débrancher tous les médicaments. Et la tenue, c'est exactement comme pour la VVC. On porte la tenue complète lorsque on va purger notre matériel, le monter et piquer. Le peak line, le midline. Alors, le peak line et le midline, c'est un cathéter que moi je place entre la VVC, le
porte à 4. Le PICC line, c'est une technique qui est vraiment en expansion depuis une bonne dizaine d'années, peut-être même plus. On va y retrouver le midline et le PICC line, qui sont vraiment l'alternative concrète à la VVC ou à la chambre implantable. C'est lorsque le patient il a vraiment un capital veineux qui est vraiment mauvais. Et ces deux dispositifs, ils ont le même site d'insertion, simplement, ils n'auront pas les mêmes, pas l'indication, mais les mêmes durées de vie et certains traitements ne pourront pas être effectués sur le midline qui seront faits sur le PICC line, par exemple. On va les retrouver dans la veine basilique, la veine brachiale ou la veine céphalique. Par exemple, voilà, ça, c'est ce qu'on retrouve le plus couramment. Hein. Donc là, vous avez le PICC line qui est fixé par son système de fixation. Ce qui est très important de savoir qu'un PICC line n'est pas suturé à la peau. D'accord? C'est vous qui mettez en place ce système de fixation qui est très, très simple à mettre avec cette petite bande de fixation. On est censé voir le point de ponction. Là, il est caché, donc c'est pas quelque chose de très correct, mais bon, après, en soi, c'est un pansement qui est correctement fait. Il a 2 clans et des valves anti-retour. Les clans très importants doivent toujours être ouverts. Un PICC line ne doit jamais être clampé. On clampe le PICC line uniquement lorsque l'on change les valves anti-retour. Le cathéter midline, c'est quoi? C'est un cathéter veineux périphérique qui est en fait mi-long. Il est souple, il est en polyuréthane. Lui, il va mesurer entre 8 et 25 cm. Il est inséré avec une asepsie chirurgicale dans une veine périphérique du bras au-dessus du pli du coude. C'est fait pareil sous contrôle échographique. Ça se passe en salle de bloc opératoire. L'extrémité distale, elle ne va jamais déplacer la ligne axillaire. C'est ça qui va faire la différence avec le PICC line. Et elle est utilisée jusqu'à 4 semaines après la pause. Et voilà, c'est pour certaines thérapeutiques, vous verrez, je vous ai fait un petit tableau. Alors que le cathéter PICC line, lui, il va mesurer entre 50 et 60 cm. Donc, vous voyez bien qu'on n'est vraiment pas sur les mêmes longueurs. Il est inséré, pareil, au niveau du pli du coude ou ailleurs, comme selon la localité. Pareil, en salle de bloc, sous éco-guidage. Et l'extrémité de ce cathéter, il est situé à la jonction de la veine cave supérieure. On regarde l'oreillette droite. Donc, on voit vraiment qu'il y a une différence entre les deux. Et ça, c'est uniquement en fonction des thérapies qui vont être choisies. Les indications, c'est le capital veineux faible, l'antibiothérapie de moins ou de plus de 4 semaines, la chimio, l'alimentation parentérale, les produits alimentation parentérale et perosmolaire, des prélèvements sanguins itératifs, des transfusions et d'autres thérapies comme par exemple l'hyloprost, qui est un vasodilatateur très important dans le cadre de maladies de rénaux ou ce genre de maladies qui entraînent des ischémies très importantes des membres périphériques. Vous voyez donc la différence entre le PICC line et le midline, c'est que au niveau capital veineux faible, on est sur les mêmes indications. L'antibiothérapie de moins de 4 semaines pour les deux. Par contre, le midline, on ne pourra pas aller au-delà d'une antibiothérapie de plus de 4 semaines. Comme sur le midline, on ne pourra pas faire de chimiothérapie. On ne pourra le faire que sur le PICC line. L'alimentation entérale, à partir du moment où l'osmolarité est inférieure à 900, je ne me rappelle plus comment on dit, j'arrive jamais à le retenir. Par contre, quand c'est hyper osmolaire, le midline ne pourra pas être utilisé. Le prélèvement sanguin, ok. Et la transfusion, ok. Les contre-indications, c'est l'intolérance aux composants du dispositif, des lésions infectieuses du membre supérieur, des antécédents de radiothérapie du sein ou de curage ganglionnaire, l'existence de lymphodème, d'une fistule artério-veineuse, des épisodes de thrombose ou de gestes chirurgicales vasculaires
ou des prothèses ortho, le patient qui est agité, des troubles vraiment de la coagulation très, très, très importants. Voilà, il y en a vraiment une multitude, mais retenez essentiellement cela. Les avantages, c'est que voilà, le PICC line, il va jusqu'à 3 mois en général. Ça peut être même un tout petit peu plus. Et on peut faire toute thérapie dessus, à l'inverse du midline. Les règles d'utilisation, c'est exactement les mêmes qu'une voie veineuse centrale, si ce n'est que on va rajouter ce que je vous ai dit au tout début, c'est qu'on utilise un système de fixation qui est sans point de suture et qui est réalisé par vous, infirmier. Tous les 7 à 10 jours, vous allez remplacer ce système de fixation. Alors, ça fait très peur au début parce qu'on te dit attention, fais attention, il n'y a pas de point, donc quand tu enlèves le pansement, le cathéter risque de partir, tu risques de déperfuser le patient. Bon, ça ne s'enlève pas comme ça un PICC line quand même, mais effectivement, il faut être très précautionneux. Le pansement, il est refait le lendemain de la pose du PICC line, et puis après, c'est une fois par semaine. Le cathéter n'est jamais clampé en dehors des changements de valve bidirectionnels ou lorsqu'on met certains matériels dessus. Avant toute injection, on fait un reflux veineux pour être sûr que le PICC line ou le midline soit toujours fonctionnel. Alors, ça peut arriver qu'il n'y ait pas de retour veineux, il suffit juste de rincer un petit peu du sérum phi et de retirer derrière et vous avez votre retour. Des fois, il y a des petits caillots de sang, c'est des choses qui arrivent. Et on fait un rinçage pulsé. Et après, on a juste à tracer notre soin. Je ne reviens pas sur les surveillances. On en a parlé avec la veineuse, avec la voie veineuse centrale et avec le porte-à-4. C'est exactement les mêmes conditions de surveillance. Gestes stériles ou non, pas pour les manipulations de branchement, débranchement. C'est exactement la même chose. Par contre, oui, quand on doit changer les lignes ou lorsqu'on est vraiment au plus près du point de ponction et du cathéter, là, on va être sur une manipulation avec une hygiène stérile. Quel lavage des mains, c'est la même que pour la voie veineuse centrale et les porte-à-4. Je ne reviens pas là-dessus, c'est également la même chose. Et le petit aparté sur les cathéters périnerveux. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il existe différents types de voies veineuses centrales. On a la VVC qu'on retrouve surtout en réanimation, au bloc opératoire, qu'on retrouve également, c'est rare, mais ça peut en soins intensifs. Sur ces voies veineuses centrales, vous avez différentes lumières. Retenez que quand elles sont posées en jugulaire ou en sous-clavière, le patient est mis en train de l'embourre, également sur le retrait pour éviter le risque d'embolie gazeuse. Ce sont des conditions d'hygiène de bloc opératoire. C'est un geste qui est considéré comme un geste chirurgical avec des consignes et des règles d'hygiène et d'asepsie qui sont égales à de la chirurgie. Le PICC line, le midline, c'est l'intermédiaire entre la VVC et le porte-à-4, mais ils sont différenciés par deux choses. C'est que le PICC line est plus long, il va vraiment au regard de la veine cave, alors que le midline est beaucoup plus court et que sur celui-ci, il y a des thérapies qu'on ne pourra pas faire. Le PICC line dure plus longtemps, une durée de vie plus importante que le midline, et le porte-à-4, on le pose en général d'emblée chez des patients qui ont des chimiothérapies à qui on a annoncé un cancer. Et ce porte-à-4, qui est une voie veineuse centrale, peut rester en place pendant 5, 10, 15 ans. Il y a juste des risques encourus, notamment celle que vous retiendrez le plus, c'est l'extravasation ou le déplacement du cathéter. Parce que ça va être tellement ponctionné que le risque que le septum s'abîme est très important. Et on ne ponctionne ce porte-à-4 qu'avec un grippeur, dont on est très souvent grippeur, ou aiguille de Huber. Le cathéter périnerveux.
Donc, le cathéter périnerveux, c'est un dispositif médical qui est mis en place à proximité du tronc nerveux qui va permettre d'administrer en continu un anesthésique local afin de prolonger l'analgésie pendant 10 jours. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je vais faire très, très rapide. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Je veux juste que vous soyez sensibilisés. Notamment pour les infirmières libérales, on ressort, on admet des patients sur nos tournées qui font beaucoup de chirurgie ortho et qui ressortent très souvent le jour même de la chirurgie à domicile avec un cathéter périnerveux. On garde de moins en moins les gens à l'hôpital, hein, ça leur revient trop cher. Et le cathéter périnerveux, il est là pour préserver une analgésie du membre qui a été opéré et qui peut être extrêmement douloureux, des épaules, des genoux. C'est vraiment sur la chirurgie ortho, hein, c'est exclusivement ça. Néanmoins, il faut être très alerte sur des conditions d'utilisation parce que ça ne s'utilise pas comme un cathéter lambda. Donc, je pense que le mieux, c'est de parler justement de ces conditions qu'on appelle d'utilisation. Donc, je vais y venir de suite. C'est que je l'ai mis. Voilà. On n'injecte jamais d'anesthésiant local en IV, forcément. On identifie la tubulure du cathéter périnerveux pour ne pas la confondre avec d'éventuelles d'autres perfusions. On ne repositionne jamais le cathéter périnerveux s'il est déplacé. S'il est déplacé, on appelle le médecin. Et on détecte tout signe de surdosage aux anesthésies locaux que je vous ai mis dans votre documentation. Et dans votre documentation, vous verrez également les différents modes d'action de ce cathéter périnerveux, avec les complications qui peuvent être retrouvées. Et le cathéter artériel. Le cathéter artériel, donc, c'est un dispositif que vous allez retrouver surtout dans les réanimations, qui va vous permettre d'avoir en continu la tension artérielle. Et donc, on appelle ça la pression invasive sanglante. C'est un dispositif médical qui est posé par un médecin dans les mêmes conditions que la pose d'une DVC. Et ça va vraiment optimiser la prise en charge du patient parce que le fait d'avoir notre prise de tension en continu, ça va nous permettre d'adapter nos catécholamines, de repérer très rapidement un éventuel sepsis, de pouvoir faire nos pressions veineuses centrales pour savoir si notre patient est hypo ou hypervolimique, de pouvoir faire toutes nos gazométries, toutes nos prises de sang, nos ponctions veineuses via le cathéter artériel sans avoir à faire subir à chaque fois au patient un soin douloureux. Les indications, c'est l'instabilité hémodynamique, la chirurgie lourde, les prélèvements sanguins ou gazométrie. On peut ponctionner l'artère radiale, fémorale, axillaire, pédieuse ou humérale. En général, on va choisir la radiale. La fémorale, c'est comme pour la VVC, ça sera uniquement dans le cadre de l'urgence ou si vraiment on n'a plus aucun accès. Je passe très rapidement là-dessus. Ça, c'est votre cathéter artériel qui sera inséré dans votre patient et c'est exactement comme la pose de la voie veineuse centrale. Vous avez le même kit, sauf que vous avez ce cathéter-là à la place de 3 lumières. Ça, c'est un dispositif PICO. C'est un cathéter artériel également, mais qu'on appelle PICO parce qu'il va être relié à un monitorage très spécial qui va nous permettre d'avoir des mesures très précises de l'activité cardiaque pour adapter encore mieux nos catécholamines ou nos antidiurétiques ou autres. Vous aurez besoin d'un soluté
d'un ACL à 0,9% pour faire un garde-veine et d'une poche de contre-pression. Ça, c'est le schéma de montage. Donc, vous avez le bras du patient, le cathéter qui est inséré avec votre petit robinet pour les prélèvements. Là, vous avez la tête de pression qui est mise à hauteur de l'oreillette droite du patient. La poche de contre-pression qui est concrètement là pour faire contre-pression à la pression sanguine, hein, sinon vous n'aurez pas de possibilité de monitorer, parce que c'est relié à votre scope, et ça permet de faire la différence entre la pression atmosphérique et la pression de votre patient. On installe le patient bien correctement. Si on doit poser le cathéter artériel en radial, on va s'assurer de mettre un petit peu le poignet en hyperextension. Et après, on retrouve exactement les mêmes conditions de réalisation qu'à la voie veineuse centrale. Donc là, c'est ce que vous voyez, hein. On est sur le cathéter artériel radial. Donc, la main est mise en hyperextension. Pour pouvoir permettre cette hyperextension, on met en général un petit billot sous le poignet cassé du patient pour pas que ça soit trop désagréable pour lui. Une anesthésie locale sera faite en amont de ponctionner l'artère. Là, c'est lorsqu'il suture, qui fixe son cathéter artériel. Ça donne ça une fois que c'est fixé. Puis après, on fait notre petit pansement. Grâce à ça, on aura notre pression artérielle systolique, diastolique, notre moyenne. On pourra faire nos PVC pour prendre en charge de façon vraiment holistique notre patient. On va surveiller la perméabilité, le retour, il ne faut jamais réinjecter de sang qu'on a purgé. On n'injecte aucun médicament sur un cathéter artériel. On protège le robinet et on fait attention aux périodicités de changement de la ligne, comme pour la voie veineuse centrale. À chaque prise de vacation ou à chaque changement de position du patient, on devra faire un zéro de référence, c'est-à-dire remettre à niveau votre mesure pour pas qu'il y ait de variation et vous faussez votre pression artérielle. Et vous vérifiez bien évidemment votre contre-pression pour être sûr qu'elle soit bien gonflée, que votre soluté soit bien plein. Parce que pareil, si vous n'avez pas un soluté qui est plein, si votre poche à pression n'est pas gonflée à la pression attendue, vous n'aurez pas une mesure précise. Les incidents, c'est les mêmes. C'est la thrombose, c'est les infections, c'est l'embolie gazeuse, si le matériel est mal fixé, mal fermé. Ça peut être une fistule artério-veineuse ou un anévrisme ou une dissection, parce là, on est quand même sur une artère qui a été ponctionnée. Ça peut être des injections accidentelles, la migration du cathéter ou l'hématome au point de ponction. Voilà, on peut faire le prélèvement de sang, les gazométries. On fait toutes ces manipulations dans une asepsie vraiment rigoureuse, comme on l'a énoncé auparavant. On purge bien la ligne avant le prélèvement de sang pour éviter de fausser notre prélèvement. On fait une aspiration qui est douce, pas trop brutale, et on purge la ligne après le prélèvement avec du sérum physiologique. On change le bouchon, c'est très important. Et si le boîtier est souillé, on change la protection du robinet du cathéter artériel. L'ablation du cathéter artériel se fait sur prescription médicale. Voilà, c'est juste l'ablation des fils. On retire et on fait un compressif. On fait nos 4 temps, on enlève les sutures, on retire le matériel. On fait un compressif pendant 24 heures, surtout en fonction de la coagulation du patient. Maintenant, si on retrouve une suspicion d'infection, on peut faire partir le cathéter en culture. Voilà, mais écoutez, ça a été très succinct, ça a été très rapide, mais c'est vrai que je l'avais pas enregistré. On avait eu des petits soucis lors de ce cours qui avait pris un peu de temps. Vous avez pour la plupart le cours en PDF. Éventuellement, voilà, ça vous permettra de vous rafraîchir un petit peu la mémoire. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, ça dépend de l'heure à laquelle vous m'écoutez. Je vous dis au prochain cours.